Hey, salut tout le monde. Je vous retrouve pour une vidéo qui m'a été inspirée par ma dernière lecture parce que je me suis rendu compte en terminant ce livre que finalement je l'avais lu grâce à vous, enfin grâce à l'une d'entre vous qui en avait parlé dans une rencontre littéraire que j'anime sur Paris, qui avait si bien présenté ce livre que j'ai eu envie de l'acheter et ça a été une magnifique découverte, un coup de cœur. En le refermant, je me suis dit qu'en fait il y avait des tas de lectures qui m'étaient inspirées par vous-même alors que je suis moi-même influenceuse et que j'essaie au quotidien de vous donner des idées de livres. La boucle est bouclée quand les rôles s'inversent et j'ai eu envie aujourd'hui de faire une vidéo pour vous remercier et pour vous présenter aussi 10 coups de cœur que j'ai lus grâce à vous. C'est parti. La fameuse lecture dont je vous ai parlé en introduction, c'est ce livre, Nos richesses de Kawether Adimi, qui donc avait été présenté dans un club de lecture par Adassa. Adassa en a vraiment très bien parlé et c'est vrai que je ressens un peu de pression aujourd'hui à vous en parler à mon tour parce que j'espère vous convaincre de le lire. Je l'ai dévoré, c'est un livre très court qui fait 172 pages je pense de mémoire. C'est ça, 175. Ça se passe en 1935 à Alger. On découvre Edmond Charlot qui a réellement existé et qui a ouvert une librairie qui s'appelait Les Vraies Richesses, inspirée d'un titre de Jean Giono. Et on a une deuxième partie, c'est un roman à double temporalité. En 2017, l'écrivaine a imaginé une fiction autour de cette librairie et notamment l'histoire d'un étudiant qui est amené dans le cadre d'un stage à aller vider la librairie puisqu'elle a fermé. Ça c'est fictionnel puisque la librairie existe toujours, donc si vous vous rendez à Alger, vous pourrez aller visiter Les Vraies Richesses. J'ai aimé, et vous devez le savoir maintenant, j'aime tellement ce mélange entre fiction et réalité, donc moi dès que c'est un peu concret, dès que c'est un peu vrai, ça me prend aux tripes. Là on suit Edmond Charlot, mais grâce à lui, en fait on va suivre les débuts d'Albert Camus, on va suivre Jean Giono, on va suivre d'autres écrivains qui sont aujourd'hui reconnus par la profession mais qui démarraient dans les années 30. La partie concernant Edmond Charlot, elle est écrite sous forme de carnet. Alors je ne sais pas, j'ai pas trouvé l'information sur internet, je ne sais pas s'il s'agit des vrais carnets d'Edmond Charlot qui ont été retranscrits dans le livre ou si c'est Kawether Adimi qui a imaginé ces carnets intimes. En tout cas, on y est, on est à Alger, on a envie déjà de prendre l'avion et d'aller visiter cette ville. Moi je ne connais pas ce pays, ça m'a donné envie d'y aller. Et en plus, on a envie de lire, on a envie de relire Camus, on a envie de découvrir Giono. L'écrivaine fait d'Edmond Charlot un homme passionné qui vibre par les mots et pour les mots et ça donne envie évidemment de se plonger comme ça dans des tas de livres. Le second roman coup de cœur que je voulais vous présenter, il m'est un peu arrivé par surprise dans la boîte aux lettres. Il m'a été envoyé par l'une d'entre vous. J'en avais déjà parlé sur YouTube donc je ne vais pas m'étendre de nouveau. Et il s'agit de Rebecca de Daphné du Maurier, ce grand classique de la littérature du début du XXe siècle. On est sur un roman très angoissant, un roman noir comme peut le laisser penser la couverture. Je ne sais plus pour quel motif j'en avais parlé en story et puis cette abonnée qui s'appelle Betty m'avait envoyé un message très touchant me demandant mon adresse pour m'envoyer son propre exemplaire. Je trouve ça hyper généreux de sa part, c'est vraiment adorable et c'est ça aussi je pense le pouvoir de la littérature et la transmission à travers la lecture. Donc c'est super beau. Voilà, je garde un magnifique souvenir de ce livre même s'il m'a pas procuré des nuits blanches mais en tout cas il est quand même assez stressant et angoissant. C'est un très bon roman noir à lire, je pense, vraiment un classique du genre à découvrir. Moi je m'étais promise de relire, enfin, en tout cas de découvrir d'autres titres de Daphné du Maurier. Je me rends compte en vous tournant aujourd'hui cette vidéo que je n'ai pas pris le temps de le faire. Et je dois dire aussi que c'est parce que je ne sais pas vers quel titre me rediriger. Donc si vous avez lu Daphné du Maurier, si vous connaissez d'autres titres que Rebecca, n'hésitez pas à me dire en commentaire vers lesquels je peux aller. J'enchaîne avec un essai, j'en lis très peu et celui-ci m'avait été conseillé par Sylvie, une autre abonnée, sur la bouche de Rebecca Benamou, qui était en lice pour un prix littéraire. Alors si je ne me trompe pas, il s'agit du prix L, pour lequel Sylvie était jurée et durant son expérience en fait elle évoquait un peu, enfin elle m'avait dit les coups de cœur qu'elle avait eus. Ce livre dans la catégorie essai revenait tout le temps et c'est vrai qu'elle m'a plusieurs fois dit c'est vraiment un livre à lire. Donc je l'ai trouvé en librairie et je l'ai acheté.
Je ne suis pas du tout déçue parce que ça a été une vraie belle surprise, même si je ne suis pas vraiment habituée à lire des essais. Il m'a sorti de ma zone de confort, mais il m'a aussi beaucoup instruit, donc c'est ce qu'on recherche en général quand on découvre un essai. Là, celui-ci, ce livre-ci, lui aussi, hein, il est court, il fait 155 pages. Il s'intéresse à l'histoire du rouge à lèvres et même l'histoire insolente du rouge à lèvres, comme le précise la couverture. En fait, à travers cette histoire, on remonte sur 150 ans d'histoire mondiale, j'ai envie de dire, et surtout, l'écrivaine retrace l'émancipation des femmes à travers l'histoire, à travers les faits historiques. On est à la fois en France, aux États-Unis. C'est passionnant, ça se lit vraiment très bien, c'est pas du tout indigeste, c'est pas du tout ardu et compliqué comme lecture, ça se lit vraiment, enfin c'est très fluide et on apprend beaucoup de choses. Donc c'est évidemment aussi un texte un peu engagé et féministe, comme vous pouvez vous l'imaginer. Je trouve que ça change aussi des grands essais, entre guillemets grands, féministes qu'on voit partout. Celui-ci a eu moins de presse, il a été moins visible, je trouve, en librairie. Ça peut être l'occasion de le découvrir et de l'offrir à peut-être certaines spécialistes du genre. On continue avec un roman de la littérature japonaise, La papeterie de Tsubaki d'Ito Ogawa. J'aurais peut-être dû commencer la vidéo par ce roman parce que celui-ci, il a été un coup de cœur, donc inspiré par l'une d'entre vous qui m'en avait parlé, il me semble, en club de lecture en live, si je ne me trompe pas. Et en fait, il a initié chez moi une véritable passion, une découverte, à savoir la littérature japonaise. Depuis, j'ai lu tous les livres d'Ito Ogawa, j'en ai lu d'autres, j'ai découvert d'autres auteurs et d'autres autrices. Et j'aime, au fil de l'année, découvrir comme ça des livres de littérature japonaise. C'est vraiment celui qui a initié chez moi cette nouvelle passion. Donc voilà, je lui en serai éternellement reconnaissante. Voilà, c'est un petit bijou, c'est un livre délicat. On est dans une papeterie, on suit une jeune femme qui va se lancer, qui reprend la papeterie de sa grand-mère qui est décédée. C'est à la fois une histoire de transmission, une histoire de passion, la passion des mots, la passion de l'écriture, la passion de la calligraphie, parce qu'au Japon ça a toute une importance. On a aussi pas mal de nourriture dans ce livre. Pour moi, c'est le livre idéal pour découvrir ce qu'est la littérature japonaise, parce que souvent on me pose la question, c'est quand même en général assez contemplatif, on n'est pas sur des page-turners, en tout cas moi je n'ai jamais découvert pour l'instant de page-turner en littérature japonaise, bien que ça doit exister évidemment, mais voilà, si vous devez vous initier au genre, n'hésitez pas avec Ito Ogawa. Sur les conseils d'Aurélie, j'ai lu Mon mari de Maud Ventura. Aurélie est une abonnée, elle avait participé à un petit déjeuner littéraire également. Elle nous avait présenté ce livre. Je trouve que dans sa façon de nous en parler, elle avait retranscrit pas mal l'ambiance du livre et elle s'était arrêtée vraiment à un point, à un moment où on se disait mais on ne peut pas faire autrement que de le prendre sur l'étagère de la librairie et d'aller le lire parce que j'avais une folle envie, c'était de découvrir cette fin qui était si mystérieuse selon Aurélie. J'ai aussi souvenir que d'autres participants, d'autres lecteurs présents ce jour-là l'avaient lu et voilà, ils rebondissaient à ce que disait Aurélie en nous expliquant qu'en effet c'était une fin extraordinaire, qu'on ne pouvait pas s'y attendre, que ce livre méritait d'être lu juste pour ses dernières pages. Donc voilà, c'était hyper intriguant, j'ai adoré ce livre, peut-être parce que je n'en attendais pas énormément malgré les mots des différents lecteurs. Je préférais me laisser porter par les aventures de cette héroïne qui est follement amoureuse de son mari après 15 ans de mariage et qui est tout aussi passionnée qu'au premier jour. Elle va nous décrire une semaine complète du lundi au dimanche en nous disant qu'il va se passer quelque chose le dimanche. Je ne vous en dis pas plus, c'est très prenant, c'est très bien écrit et c'est addictif. On passe à une biographie avec Vie de David Hockney de Catherine Cusset. J'ai lu ce livre grâce à un abonné qui s'appelle Guillaume, que je salue s'il passe par ici. J'ai découvert la plume de cette autrice avec ce livre. D'ailleurs, je vous en ai parlé il y a quelques jours dans un réel sur Instagram. Alors déjà, je suis particulièrement intéressée par les biographies et par celles d'artistes parce que j'aime la peinture, j'aime l'univers de David Hockney et je voulais en apprendre plus sur sa vie. Pour cela, le livre est parfait. Et il y a quand même un côté aussi assez roman. Alors c'est une biographie, ce n'est pas un roman, mais il a une vie, il a eu
Et il a une vie si passionnante et si passionnée qu'en fait ça se lit comme un roman. C'est vraiment, on est pris dedans, on est pris dans ses aventures, ses amis, sa famille, ses amants. On apprend beaucoup sur son travail, sur sa façon de peindre, mais on apprend aussi beaucoup sur son histoire personnelle. Et c'est ce que j'ai aimé dans ce livre. Et Guillaume m'a aussi fait sortir Hardland de Benedict Wells de ma pile à lire. Je l'avais reçu par la maison d'édition à sa sortie. Benedict Wells, c'est un auteur que j'affectionne particulièrement, mais au moment où j'ai reçu ce livre, j'avais pas le temps, dans mon emploi du temps à l'époque, de le lire, de me consacrer à quelques heures de lecture. J'avais d'autres livres en attente pour des missions, pour des projets. Donc je l'avais laissé de côté en me disant si j'ai le temps dans quelques mois, c'est ok, sinon aucune pression. Et puis Guillaume, qui a un compte Instagram et qui chronique ses lectures également, je vous mettrai ça en barre d'infos si ça vous intéresse, a chroniqué Hardland, a eu un coup de cœur et ces mots m'ont convaincu de le sortir. Je l'ai mis tout en haut de la pile à lire, je l'ai découvert et ça a été un vrai bonheur. J'ai retrouvé la plume de l'écrivain allemand que j'aime beaucoup, j'ai retrouvé ses sujets de prédilection et ce sont souvent des thèmes graves ou importants. Il évoque la mort, le cancer, l'adolescence. Alors c'est pas larmoyant, ce n'est pas sombre ou ce n'est pas noir, c'est toujours fait vraiment avec finesse, avec justesse surtout, avec intelligence, et ce sont des livres finalement assez lumineux, je dois dire. Un bon roman que je vous invite à découvrir. Plus récemment, et je vous en ai déjà parlé, donc là non plus je ne vais pas m'étendre, j'ai lu Les Délices de Tokyo qui m'a été à la fois recommandé par des abonnés et offert par une autre abonnée. Donc voilà, je ne pouvais que le lire. J'en ai entendu beaucoup parler avant de le lire. Je sais qu'il a été adapté au cinéma, j'ai pas encore trouvé le film en ligne, donc je perds pas espoir qu'il soit disponible un jour sur des plateformes, mais pour l'instant c'est pas le cas. C'est un roman tendre, un roman doux. Là aussi on est sur la littérature japonaise. Et en plus, je dois dire que bon, les dorayaki japonais font partie intégrante du roman, de ce texte. Si vous l'avez lu, vous allez comprendre. Je n'avais pas encore pu goûter ces pâtisseries et Guillaume, l'abonné dont je vous ai parlé précédemment, m'a emmené à Paris manger des dorayaki vendredi dernier. Ça a été un délice. J'avais vraiment envie à la fois de savourer et de relire quelques passages du livre en même temps. Je ne l'avais pas embarqué avec moi, mais c'était vraiment un moment suspendu. Donc j'aime quand le plaisir de lecture est prolongé comme ça par d'autres découvertes. Ne vous attendez pas non plus à une foule de rebondissements, c'est une histoire simple. 3 héros, une belle rencontre, une belle morale aussi, et un pan méconnu, je trouve, de l'histoire du Japon. Donc c'est aussi instructif. Dites-moi en commentaire si vous l'avez lu, ça m'intéresse d'échanger avec vous et si vous avez goûté les fameux dorayaki. On enchaîne avec Les Villes de papier de Dominique Fortier, qui m'a été offert par l'une d'entre vous. J'avais vu pas mal de chroniques et je l'avais mis dans ma wishlist. Ce livre est on va dire un roman biographique de la vie d'Emily Dickinson, la poétesse. J'ai appris beaucoup déjà sur la vie d'Emily Dickinson et je trouve ce texte assez hybride. En fait, ce sont des chapitres très très courts. J'essaie de vous montrer. L'écriture est assez atypique, assez originale. C'est très bien écrit, mais il y a une ambiance particulière et il faut savoir se plonger dans ce texte, savoir y prendre goût. On est réellement embarqué dans la vie de cette poétesse qui est peut-être un peu méconnue en France et ce livre lui-même n'a pas eu un énorme succès, donc je suis contente de le mettre en avant aujourd'hui par rapport à d'autres titres quand même plus visibles en librairie. Là aussi on est sur l'histoire de transmission puisque voilà, je l'ai reçu en cadeau par surprise et c'est ça la littérature, comme je disais tout à l'heure, c'est hyper sympa de se dire que même si c'est une activité solitaire, et bien après on va au-delà parce qu'on échange entre passionnés, on s'échange les livres, on se les prête, parfois on ne se les rend pas, on se les offre, mais c'est ça qui est beau en fait, tout simplement. Et puis je clôt cette vidéo avec la carte postale d'Anne Berest qui m'a été vivement recommandée notamment par Stéphanie qui avait participé à un club de lecture en live et qui avait présenté ce livre.
C'est ce qui m'a vraiment décidé à pousser la porte de la librairie et à aller l'acheter. On l'avait déjà beaucoup vu à la télé, beaucoup entendu en radio, enfin j'avais lu pas mal de choses à son sujet, mais j'étais pas forcément conquise et décidée à me le procurer. Et puis les mots de Stéphanie ont eu raison de moi, donc ça a été une très belle découverte. Alors c'est pas le coup de cœur de l'année, mais je suis très contente de l'avoir lu. J'ai appris beaucoup, j'ai été embarquée par l'histoire d'Anne Berest. Je vous refais le pitch rapidement. C'est une enquête en fait, puisque Anne Berest se souvient d'une carte postale que sa mère avait reçue avec juste 4 prénoms, les prénoms de ses grands-parents et de ses oncles et tantes. Cette carte postale qui était anonyme et qui a tout d'un coup ressurgi dans la vie d'Anne Berest. Je ne vous dirai pas pourquoi, vous le découvrirez en lisant le livre. Et voilà, elle va mener l'enquête pour retrouver la personne à l'origine de cette carte. Donc c'est sur le judaïsme, c'est sur l'identité, la quête de sens et la quête de soi. Et c'est à la fois aussi presque un roman policier. Il y a une enquête, on est pris par cette intrigue. On a envie de savoir si elle a trouvé la personne à l'origine de la carte. Donc un livre aussi à découvrir. Voilà pour ces 10 livres coup de cœur lus grâce à vous. J'aimerais savoir maintenant en commentaire quel est le livre que vous avez acheté en librairie ou que vous avez emprunté en bibliothèque sur mes conseils, que vous avez lu et que vous avez aimé évidemment parce que vous aviez suivi une de mes stories, parce que vous avez lu une de mes chroniques sur le blog. Dites-moi, est-ce qu'il y en a plusieurs, est-ce qu'il n'y en a qu'un seul et qui vous a marqué? Dites-moi tout ça, je serais hyper contente de découvrir ça en commentaire. Je vous laisse mettre un pouce vers le haut et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!